Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal campé en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, le principal titre. Le président Abdel Fattah el-Sisi souligne que l'État doit poursuivre ses efforts visant à favoriser l'environnement de l'investissement pour attirer les capitaux étrangers et nationaux. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, participe au Forum économique égypto-nigérian à Abuja. Et enfin, des frappes et des agressions israéliennes meurtrières visant la bande de Gaza, où Israël étend ses opérations militaires malgré les appels internationaux à mettre fin à l'agression. À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a souligné que l'État doit poursuivre ses efforts visant à favoriser l'environnement de l'investissement pour attirer les capitaux étrangers et nationaux afin de soutenir la production locale du pétrole et du gaz naturel, et ce pour assurer les besoins du développement et faire baisser les prix et les fardeaux des citoyens. Le président Sisi s'est exprimé lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du pétrole et de la richesse minière Karim Badawi. La réunion était centrée sur les efforts que déploie l'État pour assurer les besoins des citoyens en produits pétroliers ainsi que les besoins en gaz naturel de tous les secteurs de l'État, dont en particulier le secteur de l'électricité. La réunion a été axée également sur l'examen des efforts de la rénovation de l'infrastructure du gaz naturel ainsi que sur la coopération de l'Égypte avec Chypre afin de diversifier les sources de l'approvisionnement du gaz naturel. Des Affaires étrangères de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a remis un message de la part du président Abdel Fattah el-Sisi au président nigérian Bola Ahmed Tinubu, soulignant la profondeur des relations bilatérales entre l'Égypte et le Nigeria et appelant à renforcer la coopération dans les divers domaines au service de la paix et de la stabilité en Afrique. Au cours de la rencontre, Abdelati a mis l'accent sur le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, soulignant l'importance de la délégation d'affaires égyptienne l'accompagnant, composée de 30 chefs des entreprises. Les secteurs ciblés sont les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la santé, la construction, l'industrie. Dr Abdelati a également exprimé sa gratitude au soutien officiel du Nigeria à la candidature de Dr Khaled Al-Alani au poste du directeur général de l'UNESCO. Concernant la lutte contre le terrorisme, elle a affirmé la disposition de l'Égypte à partager son expérience, y compris par le biais de l'enseignement de l'université de l'Azhar du centre du Caire pour la résolution des conflits. Le président nigérien, pour sa part, a salué le rôle central de l'Égypte en Afrique et a exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale sur les scènes régionales et internationales. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a participé au Forum économique égypto-nigérien à Abuja. Lors de l'ouverture du forum, le ministre nigérien des Affaires étrangères a annoncé officiellement le soutien du Nigeria à la candidature de Dr Khaled Al-Alani à la tête de l'UNESCO. L'Égypte a présenté ses condoléances à la République du Bangladesh pour les victimes de l'avion militaire qui s'est écrasé la veille sur un complexe scolaire à Dakar, faisant au moins 31 morts. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a affirmé la solidarité de l'Égypte avec le Bangladesh face aux répercussions de cet accident douloureux, exprimant ses condoléances pour les victimes, souhaitant aux blessés un prompt rétablissement. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le Caire donne son plein soutien à la position adoptée par les 25 pays signataires d'un communiqué qui refuse la suggestion d'une ville dite humanitaire visant à déporter les Palestiniens qui s'avère également en violation flagrante de droit international. L'Égypte a valorisé le communiqué qui rejette l'expansion des implantations israéliennes en Cisjordanie et les actes de violence perpétrés par le colon israélien. L'Égypte a de même souligné son engagement à reprendre les efforts visant à instaurer un accord de cessez-le-feu dans le secteur de Gaza. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a de même réitéré l'importance que le communiqué a adopté davantage de pas exécutifs pour réaliser la solution en deux États et créer un État palestinien.
Le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy a affirmé que son pays effectue des pourparlers intensifs avec l'Égypte et d'autres pays dans la région dans le cadre des efforts déployés visant à aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Dans son allocution prononcée devant la Chambre de communes, Lammy a souligné que la Grande-Bretagne œuvrait à faciliter l'acheminement des aides humanitaires à Gaza. Il a de même assuré que la coordination avec les médiateurs est en cours pour libérer les otages. Le ministre des Affaires étrangères britannique a ajouté que son pays consacrait 20 millions de livres sterling pour soutenir la reconstruction dans la bande de Gaza, tout en réitérant la position ferme de la Grande-Bretagne envers la solution à deux États. Quant à la Ligue arabe, elle a décidé de tenir aujourd'hui une réunion d'urgence au niveau de représentants permanents à la demande de la Palestine. Lors de cette réunion, la Ligue examinera les moyens politiques, judiciaires, mais aussi diplomatiques arabes et internationaux pour faire face à l'agression israélienne sans précédent contre les territoires palestiniens. De son côté, le représentant permanent de la Palestine à la Ligue arabe a affirmé que cet appel à la réunion intervenait à la lumière de la situation humanitaire désastreuse à la bande de Gaza, notamment la famine imposée aux civils et qui représente une sorte de génocide. Des frappes, des agressions israéliennes meurtrières ont visé aujourd'hui la bande de Gaza où Israël étend ses opérations meurtrières militaires contre la Hamas malgré les appels internationaux à mettre fin à l'agression et aux souffrances de la population palestinienne. L'Organisation mondiale de la santé a dénoncé hier les attaques israéliennes contre plusieurs de ses locaux dont le centre de Gaza où l'occupation israélienne a annoncé étendre ses opérations autour de Deir el-Balah, y compris dans une zone où elle n'était jamais allée en plus de 21 mois d'agression. D'autre part, la défense civile a annoncé que des frappes israéliennes avaient fait 15 morts, dont 13 dans les camps d'Al-Shati, dans le nord de Gaza, qui abrite des milliers de déplacés. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, entre 50 000 et 80 000 personnes se trouvaient alors dans la zone et près de 88% du territoire de Gaza est désormais soumis à un ordre d'évacuation israélien ou inclus dans une zone militarisée israélienne. L'armée de l'occupation israélienne a indiqué avoir intercepté un missile tiré du Yémen où elle avait mené la veille des frappes destructrices contre un port tenu par le Houthi. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait annoncé que des frappes avaient visé des cibles de Houthi sur le port de Hodeïda, l'un des plus importants du Yémen, situé dans l'ouest du pays sur la mer Rouge. Un responsable Houthi a affirmé que les frappes d'hier avaient détruit un quai qui avait été reconstruit après un bombardement précédent. Ils ont aussi attaqué des navires considérés comme liés à Israël, affirmant agir par solidarité avec les Palestiniens. En riposte, l'occupation israélienne a bombardé plusieurs fois des infrastructures sous leur contrôle, notamment le port de Hodeïda, déjà visé le 7 juillet. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que son pays reconnaît que ses installations nucléaires ont été sérieusement endommagées par le bombardement américain, mais qu'il n'entend pas renoncer à l'enrichissement d'uranium. Avant des pourparlers prévus vendredi à Istanbul avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, Abbas Araghchi a affirmé qu'il s'agissait d'une question de fierté nationale, soulignant que tout futur accord sur le nucléaire iranien devrait contenir le droit à l'enrichissement. Le président américain Donald Trump a aussitôt réitéré sa menace de bombarder à nouveau l'Iran s'il reprenait son programme d'enrichissement nucléaire. Le ministre iranien s'est dit ouvert à des discussions en direct avec Washington. Les deux pays ont eu plusieurs cycles d'échanges avant les frappes américaines de 22 juin visant des sites nucléaires, mais exclus pour le moment des discussions directes. Entre-temps, l'Iran a dit tenir les pays européens pour responsables de l'échec de l'accord de 2015, les accusant de ne pas avoir tenu leurs engagements. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'une nouvelle session de pourparlers entre représentants de Kiev et de Moscou aura lieu mercredi en Turquie, tenter de mettre un terme à plus de 3 ans de guerre. Cette annonce intervient après une nouvelle nuit de frappes de drones et de missiles russes sur l'Ukraine qui ont fait au moins 1 mort et 9 blessés à Kiev, quelques heures avant la visite dans la capitale ukrainienne du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot.
Moscou. Si la rencontre de mercredi n'a pas encore été confirmée par le Kremlin, son porte-parole Dmitri Peskov. L'Union européenne a obtenu une décision largement favorable dans un des conflits commerciaux qui l'oppose à la Chine concernant la propriété intellectuelle selon une décision publiée hier par l'Organisation mondiale du commerce OMS fin 2022. L'Union européenne avait obtenu la constitution d'un groupe spécial à l'OMS chargé d'examiner cette affaire. En avril dernier, ces experts avaient donné raison à la Chine, mais les arbitres en appel ont largement inversé cette première décision. Dans ce dossier, Bruxelles accuse Pékin d'entraver drastiquement le recours en justice des entreprises européennes dont le brevet, notamment dans les technologies télécoms, sont utilisés de façon illégale par les firmes de géants asiatiques. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle sportive. L'équipe El Ahly a remporté une victoire convaincante face au Stade tunisien 4-1 dans le cadre d'un match amical disputé dans le cadre de camp d'entraînement externe et qui se tient actuellement à Tabarka, en Tunisie, en préparation de la nouvelle saison. Ce premier match amical s'est avéré très utile pour l'Ahly qui a dominé la rencontre tout au long de 2 mi-temps. L'équipe a multiplié les occasions offensives et a su concrétiser sa supériorité en inscrivant 4 buts signés par Mohamed Cherif qui a marqué un doublé et Achraf Ben Sharki et Mohamed Abdallah. Donc c'était tout pour cette édition de notre journal en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite dans le programme sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.